Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à cette émission Côte-Nord Attitude qui amorce sa dernière semaine de la saison. Déjà? Bonjour Valérie. Allô Jean. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui, t'as bien profité de la pluie cette fin de semaine? Écoute, T'as on poussé peut tes en profiter, légumes, hein? quelque chose Ben comme ouais, ça? non, mais écoute, tu sais, je me suis commencé des séries télé, puis on fait d'autres choses. Ben, J'ai c'est lu ça. aussi, j'ai fait de la réno, bref, on fait plein de choses d'autres. Hein? La lecture, pour les jours de pluie, d'été, là, ça va nous prendre peut-être plein de bouquins dans les prochaines semaines. Ben écoute, il y en a tellement des bons que c'est facile. Ah, on a l'embarras du choix, c'est bien sûr. Valérie, aujourd'hui, on va revenir sur un événement. Tu te souviens, Savoir à faire Oui, tremplin vers le Nord? En novembre dernier, on recevait à cette île des universitaires des quatre coins du Québec qui venaient réfléchir carrément sur notre économie, sur la diversification, et on avait pondu plusieurs projets. Vraiment, les gens d'affaires avaient bien contribué également à cet événement-là. Monsieur Yves Poitier est coordonnateur du comité de suivi. On en parle aujourd'hui parce qu'il y avait un embargo. Les projets, les fameux projets du savoir à faire, on n'avait pas le droit d'en parler avant la fin de cet embargo. Alors Yves Poitier va être là pour nous expliquer comment on va donner le suivi de ça, comment on veut que ça génère des vrais projets créateurs d'emplois aussi chez nous. Il est aussi responsable, directeur du créneau sur les industries et la métallurgie et les mines dans notre région. Monsieur Yves Poitier qui sera avec nous vers 12h15. Un dossier important pour les communautés Innu. Ça touche toute la question de la protection de la jeunesse. Jeudi à l'Assemblée nationale, on a enfin adopté la loi 113. Et avant de l'adopter, on a accepté d'intégrer dans cette loi-là des choses qui étaient proposées par la nation Innu concernant les coutumes autochtones pour la protection de la jeunesse, la garde des enfants. On va en parler avec la directrice des services sociaux à Wawachitun, ça devrait ressembler à ça. Je pense qu'elle va le prononcer mieux que moi. Nadine Volant qui sera avec nous. Donc, c'est tout le volet des services sociaux à l'intérieur de la communauté de Ouachat-Macmalieu-Tenam qu'elle coordonne. On va parler de cette loi 113 qui fait plaisir aux élus aussi, là, pas juste aux employés du conseil de bande, mais aux dirigeants surtout, parce que pour la première fois, une coutume de la nation Innu est inscrite dans une loi québécoise. Ça a une valeur symbolique aussi, ce qui s'est passé jeudi. On en parle avec Nadine Volant vers 12h25 sur nos ondes. La Corporation de l'environnement a publié un bottin vert. Oui, exactement, un bottin vert. Et là, vous retrouverez pas ça là en main propre. Là. C'est pas comme un bottin téléphonique. C'est sur le web. Donc, on l'a pas imprimé. Non, on l'a pas imprimé. Et c'est très, justement, environnemental de ne pas l'avoir imprimé. Donc, vous mettez ça dans vos favoris, bottinvert.ctil.ca. Et c'est un site vraiment complet. Jean, je suis allée faire un tour tantôt là-dessus. Ils ont lancé ça pour la Journée mondiale de l'environnement. Donc, on retrouve 3 volets. Entre autres, c'est pour consommer mieux. C'est pour mieux se départir également de ce qu'on a à la maison. Donc, consommer de façon éco-responsable avec des entreprises qui nous offrent... c'est vraiment un outil de recherche où on peut voir, bon, moi, j'aimerais ça manger local, mettons. Et là, on fait une recherche par rapport à tout ça, puis on nous donne les entreprises où c'est possible de le faire. Se départir, là, par exemple, on nous dit, tu peux aller porter ça là. Et ils vont, eux, s'en départir de façon sécuritaire ou pour donner une deuxième vie à nos objets aussi. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis ça nous donne des trucs aussi pour mieux récupérer, mieux composter. Un bel outil qu'on va pouvoir jaser avec Andréane Rouleau tout à l'heure. Bon, Andréane Rouleau de la Corporation, elle est agente de sensibilisation à la Corporation de protection de l'environnement de cette île. Elle sera avec nous vers 12h40. On a toujours des bons sujets de nature économique le lundi à notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chappado, le directeur de la Caisse d'économie Desjardins des mines, métaux et services publics, sera avec nous en fin d'émission. Et on parle de la mine Scully. On le sait, la semaine dernière, il y a une nouvelle compagnie enregistrée au Minnesota récemment, une compagnie
américaine appelée Takara Resource qui a déposé une offre d'achat et qui veut l'opérer, la mine Scully. C'était au Labrador, bien sûr, mais il y a tellement un lien historique avec cette île-là. Pointe-Noire s'est développée à partir du minerai du Labrador de Scully avec, à l'époque, c'était Wabush Mine, la compagnie, c'est devenu Cliff plus tard. Mais là, il y a des projets là-dessus. Et on en parle à notre chronique La Nouvelle d'intérêt à 12h50 avec Steve Chappado sur nos ondes. Avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Je fais comme ce matin, Valérie, on commence par les sports parce que c'est là que sont les nouvelles qui m'apparaissent les plus importantes, les plus pertinentes ce matin. Le judoka de Sept-Îles, Étienne Briand, a remporté une médaille d'argent au Grand Prix du Mexique samedi. Il conserve toutefois un goût amer de sa participation à l'événement. L'espoir olympique pour les Jeux de 2020 a perdu contre l'Argentin Emmanuel Losanti en finale dans la catégorie des moins de 81 kilos. Étienne Briand estime qu'il a été distrait par son adversaire. Ce fut un combat étrange, selon l'athlète de Sept-Îles. Son adversaire s'est plaint à l'arbitre à propos de son judogi qui était mouillé en raison de la chaleur extrême au Mexique. Étienne affirme qu'il n'a pas voulu se mettre l'arbitre à dos, mais que le geste de son adversaire l'a complètement sorti de sa bulle. Il rappelle que c'est rare qu'un combattant s'adresse à l'arbitre. Étienne Briand n'a pas apprécié la stratégie de son adversaire. Il croit que l'athlète argentin était incapable de se battre avec des prises et a choisi de se défiler. Étienne Briand s'est dit tout de même satisfait de ses autres combats lors de ce Grand Prix de Cancun au Mexique. Le judoka de Sept-Îles a défait le Brésilien Vinicius Panini, l'Américain Jack Hayton et le Hongrois Attila Ugvari, qui est classé 4e au monde présentement dans cette catégorie. Il a défait ses 3 adversaires par ippon pour accéder à la finale et remporter une médaille d'argent. Charles Paquette a remporté une médaille de bronze catégorie U23 au championnat canadien de triathlon à Ottawa cette fin de semaine. Il s'est aussi classé 7e chez les hommes en Coupe américaine Camtri hier après-midi avec un temps de 56 minutes 5 secondes au total des 3 épreuves en natation, vélo et course. Du côté de Port-Cartier, le 25e triathlon accueillait 320 participants samedi. Plaisir et dépassement étaient au rendez-vous malgré la pluie. L'athlète olympique Sarah-Anne Brault s'est montrée disponible pour discuter avec les sportifs de la région. Elle a gagné la compétition chez les femmes en complétant le triathlon en 1h 7 minutes 38 secondes, 3 secondes seulement de mieux que la triathlète de 16 ans de Port-Cartier, Claudel Dumas. Chez les hommes, Simon Palin de Bécomo a réalisé le meilleur temps du 25e triathlon avec 1h 3 minutes 10 secondes, moins de 20 secondes devant le Port-Cartois Étienne Bolduc. Quelques jardiniers ont bravé la pluie hier, même si l'ouverture officielle du jardin communautaire Pousse-Pousse près de l'école Jacques-Cartier de Sept-Îles a été annulée. Le projet prend racine après 2 ans d'efforts pour des citoyens du centre-ville. Une 60aine de jardiniers membres peuvent maintenant semer des légumes au centre-ville. Certains l'ont fait sous une forte pluie hier après-midi. Il reste une dizaine de jardinettes disponibles d'ailleurs. Chaque jardin dispose d'un lot de 20 pieds de long. 24 pieds, oui. Plusieurs actions ont été nécessaires pour la création de ce jardin communautaire en milieu urbain, dont la conception des plans, le financement et l'organisation de corvées. Le jardin Pousse-Pousse bénéficie du soutien de la MRC de Cette-Rivière, de Centraide, de Duplessis et de Sept-Îles en forme. Les élus des communautés Innu apprécient grandement l'approbation du projet de loi 113 par le gouvernement du Québec à la fin de la session parlementaire jeudi. Il reconnaît au sein du Code civil du Québec l'adoption coutumière pratiquée par les Autochtones. La directrice des services sociaux Wawitchitoun, Nadine Volant, croit que la loi 113 permet de régler des problèmes pratiques qui découlent du fait que les institutions québécoises comme la DPJ ne reconnaissaient pas l'adoption coutumière. La responsable des dossiers jeunesse dans la communauté d'Ouachak-Mac-Magnotenam estime que les Inuits vont pouvoir assurer le bien-être de leurs enfants sans l'intervention de l'État. C'est la première fois que l'Assemblée nationale reconnaît une tradition de la nation Innu dans une loi au Québec. La conseillère politique d'Ouachak-Mac-Magnotenam, Virginie Michel, précise que pour la première fois, les Inuits sont entendus et écoutés. Elle rappelle que le Conseil de Banditoum réclame aussi des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse.
Développement économique Sept-Îles et le comité de suivi de l'événement recherchent des partenaires entrepreneurs pour les projets pensés lors du Savoir à faire tremplin vers le Nord. L'embargo est levé sur la trentaine de projets élaborés lors de la rencontre entre des gens d'affaires locaux et des étudiants de cycle universitaire supérieur d'un peu partout au Québec. L'événement Savoir à faire a eu lieu en novembre dernier au Cégep de Sept-Îles. 4 projets ont fait l'objet de demandes de licence pour la propriété intellectuelle. Les autres projets économiques élaborés sur place sont maintenant disponibles. Il s'agit de projets d'affaires en tourisme, dans le secteur bioalimentaire ou dans la transformation métallique et minérale. On en parle avec Yves Potier, le responsable du comité de suivi, dans quelques instants. PAL Airlines prend la relève pour le transport aérien en Basse-Côte-Nord. La compagnie Terre-Neuve-Labrador a débuté hier un nouveau service régulier à partir de cette île vers 7 nouvelles destinations de la Basse-Côte-Nord. Provincial Airlines remplace en quelque sorte Air Labrador dans la région. Ce transporteur s'associe maintenant à Innu-Mikun pour desservir les communautés plus au nord. Le vice-président au développement des affaires chez PAL Airlines, Stéphane Dine, soutient que le nouveau service profitera aux résidents de la Côte-Nord qui pourront ensuite rejoindre diverses destinations de l'Est du Canada. Le maire de Blanc-Sablon et préfet de la MRC de la Basse-Côte-Nord, Armand Jonca, salue le nouveau transporteur aérien dans la région. La saison des marchés publics de la Côte-Nord a commencé cette semaine avec l'ouverture du petit marché de Tadoussac. C'est comme ça que ça s'appelle, le petit marché de Tadoussac. Celui de Sept-Îles reviendra chaque samedi. On attend quand même la saison des récoltes. Ça va commencer le samedi 22 juillet à Sept-Îles et chaque samedi jusqu'au 23 septembre. Ce sera encore tout près de la Tente Jaune au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles. La table bioalimentaire de la Côte-Nord coordonne les 4 marchés publics de la région. Les autres sont situés à Bécomo et Longue-Pointe de Mingan. Et le ministère québécois des Transports a entrepris ce matin une série de travaux pour le remplacement de Ponceau à Port-Cartier. Plusieurs petits chantiers sont prévus sur la route 138 entre les kilomètres 899 et 953 sur le territoire de la ville de Port-Cartier. Ces opérations se poursuivront jusqu'au 31 juillet sur semaine de 7h à 17h30. La circulation s'effectuera sur une voie en alternance à l'aide de signaleurs. Et bien voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Bonjour, j'aimerais avoir un beau bouquet de fleurs bien garni. Avec plaisir. C'est pour un baptême, un mariage? Ah non, c'est pour mon agent d'assurance. Ah ben, Tulipe. Vous êtes avec Wawanessa, hein? Nous autres aussi, on les aime assez. On a doublé notre chiffre d'affaires grâce à eux. Je gage qu'ils vous en faites économiser. Grâce à la nouvelle protection du bon dossier conducteur, votre dossier ne sera pas pénalisé suite à un premier accident responsable. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanessa.com. Wawanessa, la grande assurance à petit prix. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. C'est la méga giga super extra malade promo juin chez Zone Vélo Ski. Pour célébrer le beau temps et l'été, on a décidé de vous gâter. Jusqu'au 30 juin prochain, à l'achat d'un vélo 2017, obtenez automatiquement 15% de rabais sur vos vêtements et accessoires de vélo en inventaire, 3 ans de garantie complète et ajustement des vitesses gratuits à vie. De plus, en tout temps sur les vélos de route, obtenez 15% sur les accessoires et le positionnement gratuit à vie. Zone Vélo Ski, 881 Boulevard L'Or, zonevéloski.com et suivez-nous donc sur Facebook. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On s'en souvient bien de l'événement, parlons, comment ça s'appelait? Savoir à faire, bon, tremplin vers le nord, mais on n'avait pas tous les détails des projets, hein. Il y a eu un embargo, je pense qu'il y avait une stratégie derrière ça. On en parlait avec les gens de développement économique Sept-Îles et le coordonnateur du comité de suivi de ce fameux, je sais pas, est-ce qu'on l'appelait un colloque, un événement, en tout cas on va garder le mot événement pour l'instant, Savoir à faire tremplin vers le nord. C'était quand même des étudiants là du réseau de l'Université du Québec, de plusieurs régions qui étaient regroupées chez nous. On les a assis avec des gens d'affaires. Nancy Méthode et Yves Potier sont avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, en novembre dernier, on se souvient que ça a été un bon succès. On se rappelle le gala à la fin puis tout ça. On avait le droit de parler des gagnants, mais il y avait une stratégie derrière ça, Monsieur Potier. Est-ce que c'est pour ça qu'il y avait un embargo comme tel sur les projets? Ben effectivement, les gens qui ont participé à la construction des projets, on avait quand même 82 participants, des gens d'affaires de la région, qui ont aidé à l'élaboration des projets. Puis comme
si on veut, comme récompense de cette implication-là de temps, parce que c'est toute une journée que beaucoup d'entrepreneurs ont consacré à ça, plus la préparation, ils avaient une priorité sur la possibilité de reprendre ces projets-là et de les mettre en chantier. Bon. Alors, c'était la stratégie préliminaire et évidemment d'en faire bénéficier les gens de la localité. Ouais. Nancy, on peut rappeler l'événement, hein, c'est en novembre, ça a duré une semaine complète, qu'il y avait des étudiants d'un peu partout ici. C'était organisé un peu par une firme de com et l'Université du Québec à Chicoutimi. On en fait quoi, 1 ou 2 par année? C'était l'Université du Québec. L'Université du Québec, oui. L'ensemble du réseau, finalement. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment des étudiants là en doctorat, post-doctorat, là, des bols, comme on dit. Oui, il y avait beaucoup de savoir-faire québécois puis souvent quand on pense étudiants, on pense jeunes, mais plusieurs de ces étudiants-là sont des gens matures, 35, 40, 45 ans, qui sont en études pour le développement de leur carrière, donc des gens qui sont plus avancés dans leur cheminement. Qui font donc une maîtrise ou un doctorat. Alors, il y a des très belles idées qui ont sorti de cette semaine-là d'activités très intenses, très fébriles. Et le but, ça allait un petit peu avec le ralentissement économique, la chute du prix du fer, la perte de certains emplois dans les 2-3 dernières années. Là, le but, actuellement, l'objectif, c'est un peu de diversifier notre économie. L'événement, en tout cas, si c'était pas le but, ça cadrait bien en Moses. Là. Je dirais que ça a ajouté au sens de l'urgence de le faire. On dit que cet événement-là, qui s'est produit à plusieurs reprises, se produit sur une base approximativement annuelle. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe. C'est selon la volonté des communautés de le mettre en place. Le prochain aura lieu dans la grande région de Montréal. Mais nous, ici, on savait qu'il y avait un besoin urgent, justement, de diversifier notre économie et de miser plus sur l'entrepreneuriat pour aider à avoir une base plus large qui résiste mieux au choc économique quand notre industrie, nos grandes industries, souffrent comme c'est le cas encore présentement et particulièrement déjà l'année dernière. Là, on en est où avec le suivi de ça? Là? Il y a Développement économique, c'est-il, qui a envoyé un avis de recherche. On recherche des entrepreneurs intéressés à être porteurs de ballons avec ces projets-là. On peut dire d'abord qu'il y a 4 projets là qui ont déjà... Il y a déjà un porteur de ballon, si je puis dire, puisqu'il y a une demande de licence de la propriété intellectuelle de ces projets-là. Effectivement, 4 des projets ont très rapidement été repris par des personnes intéressées qui avaient participé au savoir-faire et qui ont donc déposé dans un premier temps une demande d'information parce que c'est ça le processus. On commence par obtenir toute l'information sur un projet et puis si on est vraiment intéressé à le porter plus loin, à ce moment-là, on fait une demande de licence de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est cédée sous condition de mettre en œuvre. Il n'y a pas d'attache financière. Okay. Donc, on veut vraiment que ces projets-là prennent source, puis on veut les confier à quelqu'un qui veut vraiment les développer. Donc, c'est ça l'entente de propriété intellectuelle. Mais là, on l'a levé, l'embargo, là, on a le droit de les nommer, les projets, quoi. Ces 4 projets-là, est-ce qu'on peut les nommer? On a hâte de savoir, là. L'embargo est levé. On sait toutefois, on peut en parler de ces 4 projets-là. Il y a un projet qui est dans la filière matières résiduelles, qui est un projet qui s'appelait Nord Trans-Tire, qui est pour faire le recyclage des pneus des camions de minière qui sont des pneus hors dimension, qui sont pas facilement réutilisables. Alors et puis qui présentement sont conservés sur les installations des mines en attente de disposition. Alors c'est un problème qui va être à régler éventuellement. Et ce projet-là présente des solutions pour régler ce problème-là et en faire une initiative commercialement viable. Puis on a un entrepreneur qui regarde ce projet-là et qui a acquis la propriété intellectuelle dessus. Puis les 3 autres, ça revient, j'imagine, aux promoteurs, à ceux qui font les demandes pour avoir les droits sur ces projets-là, d'en faire le lancement, la promotion, de le rendre public quand ils seront prêts. Quand ils seront prêts, effectivement. Pas nous autres à l'annoncer. Effectivement. Il faut quand même que je me garde une petite gêne là pour en parler, parce qu'évidemment, ils ont réservé la propriété intellectuelle là-dessus, puis ils ont leur propre échéancier pour mettre en œuvre. Les 4 meilleurs projets, quoi, ceux qui avaient le plus de potentiel? Il en reste encore des très bons. Il en reste des très très bons qui sont peut-être plus complexes. Pour 2 de ces 3 participants-là, ça s'inscrivait très bien dans une stratégie de développement de leurs entreprises. OK.
Pour l'autre, c'est une initiative tout à fait nouvelle, mais qui va dans le sens des convictions profondes de cet entrepreneur-là. Fait que elle s'est enlignée sur ce projet-là. Les autres projets varient en importance de projets industriels d'envergure qui vont requérir des injections de capitaux importants puis une mise en œuvre importante, à des projets de plus petite envergure qui peuvent faire l'objet d'une structure de mini-entreprise. Comme Parfois, par exemple, c'est des bons projets, mais compliqués finalement. Il y a toujours, c'est toujours pas facile de faire un plan d'affaires puis de mettre en œuvre. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça à tous les jours dans toutes les régions du Québec. Puis on n'est pas pire que les autres, on est sûrement capable, nous autres aussi. Mais il faut avoir la fibre, il faut avoir la conviction, puis il faut vouloir. Parce que comme on a discuté un petit peu hors d'onde, ça prend beaucoup de temps puis beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'argent. Ça prend de l'argent et du temps puis de la conviction pour faire lever un projet. Et de la patience, j'imagine, parce que des fois, ça prend 15 ans, 20 ans, 30 ans développer un projet. Il y en a qu'on entend parler depuis 30 ans, à ce style des projets. Nancy Méthode, faut rappeler quand même que les gens d'affaires ont collaboré. Là. On les a pas laissés rêver tout seuls, ces étudiants-là. Là, finalement, non. On les a imprégnés de notre réalité économique d'abord, mais ils se sont assis avec des gens d'affaires d'ici. Ce qu'il y en a qui sont déjà dans un projet. Dans les 28 et quelques, là, une trentaine de projets là, disponibles actuellement. Je pense qu'il y a un 5 à 7 cette semaine. Oui. On c'est pas sur un site internet, là, on n'en a pas la liste, mais on peut aller vous voir à Développement économique Sept-Îles, finalement. À Développement économique Sept-Îles, oui, puis aussi, c'est pour ça que M. Potier travaille avec nous sur ce projet-là. Dans le fond, il y a un comité aviseur, un comité de suivi, pour ces projets-là, puis c'est M. Potier qui coordonne. Mais effectivement, advenant le cas où un projet est repris, nous, on apporte toujours l'accompagnement, là, comme à l'habitude. Tu l'as presque dit tantôt, mais je suis sûr qu'il y a des beaux projets là-dedans qui sont réalistes, qu'il y a des profits à faire dans quelques années à peine. Ça prend peut-être un investissement, mais on aimerait ça les vendre à un promoteur, là, à Développement économique Sept-Îles. Mais c'est certain, puis c'est des idées aussi, hein, ça peut, ils peuvent changer la direction, ils peuvent le moduler un peu comme ils veulent, là. Mais il y a une idée de base, mais qui peut être florissante, là. Tout à fait. Puis en fait, le mot-clé, c'est on veut les donner à quelqu'un qui va vouloir les porter. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de coût à ça. Le coût, ça va être dans la personne qui va trouver, oui, c'est une foutue de bonne idée de fabriquer des talons de chaussures féminines en aluminium. Il y a un marché pour ça incroyable. C'est un projet pour vrai, ça, là? C'est un projet pour vrai, ça. Okay. Il y a des idées... Je pensais que c'est une blague. Il y a des idées fantastique là-dedans. Puis effectivement, tu sais, quand c'est l'idée que tout le monde a pensé, c'est peut-être pas nécessairement porteur, mais quand c'est une niche, ça peut devenir très, très important comme... Puis, mesdames, vous le savez, du marché pour le talion de chaussures féminines, il y en a. Et là, les autres projets comme ça, je pense que c'est le 5 à 7, quoi. L'étape suivante, c'est le 5 à 7, jeudi soir, au pavillon Alouette, là, près du cégep de Sept-Îles. On va pouvoir les regarder, ces projets-là, les étudier un peu, en discuter. Vous allez pouvoir en discuter avec les membres du comité de suivi. Évidemment, je serai là. C'est moi qui ai le point de chute principal pour recevoir les demandes d'information, pour distribuer l'information principale, et évidemment, je serai là. Mais les autres, plusieurs des autres membres du comité de suivi y seront également. On rappelle que cette initiative-là est quand même une initiative régionale. Des gens de la communauté d'affaires de Sept-Îles et de Port-Cartier et du milieu socio-économique y seront pour répondre à vos questions, puis offrir tout le support qu'on peut à la mise en œuvre de ces projets-là auxquels nous croyons tous. Ils sont accessibles à tout le monde ou il faut déjà être en affaires? Ça peut être quelqu'un qui se lance, qui pense qu'il y a la fibre entrepreneur puis que le projet vient le chercher, qui s'essaye? Ils sont accessibles à tout le monde, effectivement. On va demander un suivi dans le sérieux de la mise en œuvre. Là, on peut pas faire une demande de licence puis s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des questions sur comment tu vas faire ça, comment tu vas t'entourer, comment tu vas t'accompagner, comment tu vas mettre en œuvre. Mais effectivement, on veut ouvrir à l'ensemble de la population de la région. La stratégie du 5 à 7, plutôt que de mettre en onde ou sur l'Internet, c'est justement parce que certains de ces projets-là sont très, très intéressants. Puis on veut pas, justement, en le mettant sur Internet, que quelqu'un en Chine ou ailleurs dise « Ah,
Christy de bonne idée, ça. Ça peut se faire On n'importe où, devrait des faire talons d'aluminium. Attention, si on le part pas assez vite, il y a quelqu'un d'autre qui va y penser avant nous autres, là. C'est exactement ça. Eh ben, je vous remercie beaucoup. C'est à suivre quand même. Jeudi soir, on peut rappeler que ces projets-là, c'est quand même dans des domaines bien précis, hein. On avait identifié 4 secteurs. Il y a des projets en tourisme, des projets en bioalimentaire, des projets en transformation des mines et métaux également. Ça fait que c'est les 3 gros secteurs, là. Et le 4e, qui est aussi très important, c'est celui des matières résiduelles. C'est quand même des problèmes importants qui vont se poser pour l'industrie des pêches, notamment. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les déchets de la bioalimentation, les déchets des résidus miniers, les matières qui sont utilisées et qui sont pas réutilisées. Alors, il y a beaucoup de beaux projets là-dedans qui sont basés sur notre économie à nous et nos spécificités régionales. Eh ben, c'est à suivre jeudi un 5 à 7 au pavillon Alouette près du cégep de Sept-Îles concernant cet événement Savoir à faire, tremplin vers le nord. On vous le répète, il y a des beaux projets rentables économiquement disponibles à Développement économique Sept-Îles. Les détails au pavillon Alouette, jeudi 5 à 7. Merci. Nancy Méthode et Yves Potier, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. On reçoit le directeur d'ITUM, de la communauté de Ouachat-Macmalliotenam, le conseil de bande, Jean-Claude Terrien-Pinette, et la responsable des services sociaux, Nadine Volant, dans quelques instants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Vous voulez que votre chien, chat ou rongeur soit en santé? À la boutique La Griffe, on ne vous offre que des aliments de qualité supérieure, de marque québécoise ou canadienne. Canisource, Ovenbake, Boréal, Go, Oxbow. Ces nourritures ne contiennent pas de maïs, sont sans gluten et sans soya. Déjà 3 ans depuis l'ouverture de la boutique La Griffe. 3 ans de constante progression, 3 ans de satisfaction pour notre clientèle. La Griffe, la vraie boutique santé pour animaux sur la Côte-Nord. 128 Regnault, 968-6164. Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR, Lormat, Viamat et Matériaux Mingan. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Parler de la nouvelle loi 113 qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. On s'en réjouit du côté des élus, mais aussi des services sociaux dans la communauté de Ouachat-Macmalliotenam. Ça concerne surtout l'adoption coutumière, donc la protection de la jeunesse. On sait qu'il y a des coutumes qui sont peut-être différentes chez les Autochtones et chez les Blancs. Et la DPJ, parfois, ça pouvait peut-être avoir des interprétations différentes. C'est ce qu'on va voir. Jean-Claude Terrien-Pinette, le directeur général du conseil de bande d'ITUM, est avec nous, mais je suis pas sûr qu'il va nous parler. Là, il est en train de me faire des signes. C'est Nadine Volant, qui est vraiment la directrice des services sociaux. J'ai encore de la misère à les prononcer, les noms en Innu. Jean-Claude va m'aider peut-être. Comment on appelle ça, les services sociaux? Ça veut dire entraide en français, ça veut dire Wawitchitun. Wawitchitun, bon, ça se prononce pourtant assez bien, Wawitchitun. C'est juste qu'on l'a pas en bouche, hein, ces mots-là. Nadine Volant, bonjour. Bonjour. Alors, on était quand même assez fiers là, de l'adoption jeudi dernier. Je voyais entre autres les déclarations d'une élue politique, Virginie Michel, là, où c'est une première et on se sent enfin, pour une fois, par les politiciens à Québec, écoutés et entendus du côté de la communauté Innu, hein? Mais je pense qu'il serait bon de faire une rétrospective du dossier de l'adoption coutumière au Québec. Tout à fait. C'est un dossier qui se travaille depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, où il y a eu des comités de travail à travers le Québec pour justement déposer des projets de loi pour reconnaître les pratiques coutumières au niveau de l'adoption. Les précurseurs étaient les Inuits et les Cris dans ce dossier. Il faut dire que il y a quand même, c'était la 3e tentative pour le gouvernement parce que c'est pas le premier projet de loi pour les modifications au Code civil pour l'adoption. C'était en premier lieu deux projets de loi qui n'ont pas pu aboutir pour situation politique
élections. Donc, l'adoption a été reportée et le projet de loi 113 est venu relancer tout ça et a quand même eu des belles finalités par rapport à l'adoption coutumière. Mm-hmm. C'est important aussi de préciser que les Premières Nations ont des pratiques d'adoption coutumière qui existent depuis des lustres. Des temps immémoriaux. Ouais. Et il est certain que cette reconnaissance-là de l'État des pratiques d'adoption coutumière réalisées par les membres des Premières Nations et des Inuits est un pas en avant de reconnaissance de nation en nation de pratiques de protection qui existaient déjà. Hein? Quand on parle d'adoption, là, je parlais de protection de la jeunesse, peut-être d'interprétations différentes. La loi de la protection de la jeunesse ou la DPJ intervient dans les communautés Innu, hein, mais les services sociaux aussi. Puis parfois, sans rentrer dans du cas par cas ou dans les détails, là, parfois on n'avait pas nécessairement de même vision, quoi, de l'adoption ou de la responsabilité des enfants. Je vous dirais là, c'est que présentement l'adoption telle qu'elle était définie ne ressemblait pas à ce que vivaient les Premières Nations. C'est sûr qu'une redéfinition claire dans le Code civil permet de clarifier ce dossier-là, qui est tant pour nos acolytes de protection de la jeunesse que pour l'État. Puis c'est sûr que ça donne une ligne, hein, c'est des lois qui sont inscrites dans le Code civil, qui vont donner des directions et qui vont reconnaître justement ces pratiques-là qui sont valorisées par nos communautés. Okay. Est-ce que je dois comprendre que la DPJ, parce qu'il y a d'autres changements qu'on voudrait, là, la loi qui concerne justement la protection de la jeunesse en particulier, va moins intervenir, quoi, dans une communauté comme Ouachat, Macmalieu-Tenam? Vous avez des services sociaux qui peuvent faire ce travail-là, finalement? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est très nuancé et c'est un dossier très complexe qui mérite peut-être une bonne discussion, mais c'est pas à ce niveau-là que je vous dirais que les enjeux vont plus se définir. C'est sûr qu'il y a des modifications qui sont en concordance, qui doivent se faire en concordance avec la protection de la jeunesse ainsi que le Code civil, puisque c'est quand même les directeurs de protection de la jeunesse qu'il faut qu'ils entérinent les projets d'adoption au Québec pour tout Québécois. Donc, c'est sûr qu'il est un acteur preneur dans les dossiers d'adoption. Par contre, dans ce qui est proposé présentement, qui était le projet de loi 113, maintenant qui est une loi, ce qui est proposé, c'est qu'il va y avoir la possibilité d'avoir une instance dans la communauté qui va pouvoir reconnaître des pratiques d'adoption traditionnelles que nous pratiquions. C'est sûr que, tu sais, c'est pas... nous devons toujours nous assurer de respecter l'intérêt de l'enfant, mais il est très important d'avoir des éléments au niveau de la loi et des institutions qui nous soutiennent dans cette avancée-là au niveau de l'adoption coutumière. Là. En quoi les coutumes sont différentes chez les Inuits par rapport à l'adoption ou la responsabilité là des parents face aux enfants? Est-ce que c'est je sais que tu vis à Ouachat nécessairement un peu le mode de vie des gens de cette île et des Québécois. En quoi les coutumes étaient différentes dans la communauté? J'aime ça que vous dites « elle était ». Parce qu'elles ne sont pas, elles sont. Elles sont différentes. Nos pratiques sont différentes, mais la problématique que nous avions, c'est que ces pratiques-là ne sont pas nécessairement documentées. Ouachat a réalisé en partenariat avec une recherche internationale au niveau juridique des autochtones, une recherche qui travaillait directement sur les pratiques d'adoption coutumière au niveau des Inuits. Donc, comme je dis souvent, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Maintenant, c'est écrit. Donc, ces pratiques-là sont reconnues et les recherches démontrent justement que les communautés pratiquent l'adoption coutumière, pas nécessairement avec une coupure de filiation, comme on voit dans le projet de loi, mais avec plus ce qui pourrait ressembler, eux, ils appellent ça de la tutelle supplétive. Là, je rentrerai pas dans des termes juridiques. Les gens ne comprendront pas, mais une forme d'adoption qui est de confier son enfant à une autre personne dans l'objectif de répondre aux soins de cet enfant-là pour une période transitoire. Par contre, ce que les recherches ont démontré, c'est que des fois, c'est que ces adoptions coutumières-là se cristallisent.
hein, l'enfant est confié, mais l'enfant demeure dans le milieu familial et développe d'autres liens avec son parent adoptant coutumier. Mm-hmm. Mais je vous dirais, c'est des choses sur lesquelles nous sommes présentement en train de travailler et des recherches, des publications qu'on va faire prochainement. Et c'est grâce à ça que nous avons aussi fait le dépôt d'un projet, le dépôt d'un mémoire à l'Assemblée nationale en novembre, quand a été l'annonce du projet de loi, quand il était un projet, oui, quand il était un projet. C'est un peu là qu'il y a eu des rencontres et des amendements d'ailleurs. Oui, hein? c'est ça. C'est un peu pour ça où on se sent écouté, là, que Virginie et Michel déclaraient dans le communiqué ce matin que c'est quand même une première. Il y a quelque chose de symbolique aussi là-dedans, je pense, hein, pour les Inuits. C'est peut-être la première fois qu'on se sent un petit peu écouté. Je dirais, tu sais, dans une perspective plus personnelle, il y a une certaine époque, quand j'habitais dans la communauté, donner un exemple très concret. Dans ma famille, il y a eu des épisodes de vie où est-ce que les adultes avaient des défis personnels à relever, puis que nos grands-parents prenaient le relais pour assurer notre sécurité, puis beaucoup de gens dans la communauté ont grandi avec leurs grands-parents sans avoir de coupure de filiation. Ça fait partie un peu des mœurs ancestrales. Le rôle des grands-parents et des parents est peut-être différent de ce que nous on connaît là chez les Québécois actuellement. Cette reconnaissance-là vient reconnaître nos structures traditionnelles au niveau culturel, au niveau familial. Puis je pense que, comme ma collègue Nadine le mentionnait, c'est une avancée je pense assez importante au niveau de la question de la relation de nation à nation, et puis on espère que cette ouverture-là va demeurer dans d'autres sphères, que ce soit la question territoriale. Tu parles de la Moisie des fois, donc je pense que en termes de respect, je pense que le gouvernement du Québec a fait bonne figure vendredi dernier. Bon, puis j'imagine que dans la communauté, on souhaite autant d'écoute dans des dossiers comme la gestion du saumon, mais c'est pas le sujet de l'entrevue aujourd'hui. Je vais profiter du passage de Madame Volant vraiment pour parler des services sociaux. Là, on a tous vu le rapport sur le suicide il y a près d'un an. On en a vécu beaucoup de détresse quand même dans la communauté. C'est beau des lois, hein, mais souvent c'est des fonds qu'on a besoin, c'est de l'argent pour avoir plus de monde pour encadrer dans les écoles, dans les services sociaux. Est-ce que vous estimez ça s'améliore, on est capable de faire le travail avec l'argent qu'on a puis les effectifs qu'on a du côté de Wawachitun? Ben, je vous dirais, c'est sûr que c'est un dossier qui est quand même très important pour la communauté. Et il y a du travail actuellement fait là-dessus, là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider nos gens, parce que notre souci à nous, là, c'est que les gens, le bien-être de nos communautés aille mieux. Donc, c'est sûr que c'est des dossiers qui nous touchent profondément et qu'on doit se mobiliser pour justement pas se mobiliser juste la communauté, mais que les communautés qui comprennent aussi les communautés allochtones travaillent avec nous dans ces situations pour pouvoir trouver des solutions communes. Mm-hmm. Et ben voilà, les fonds, ça on n'a pas le contrôle là-dessus, hein. Même quand on est directeur du conseil de bande, Jean-Claude Terrien-Pinette, on voudrait bien en offrir davantage de l'argent puis d'engager plus de monde aux services sociaux parce que il y a des besoins criants, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ben écoute, juste rectifier le tir, je suis directeur au bureau de la protection des droits et du territoire. OK, c'est pas toi qui contrôle tout l'argent du conseil de bande non plus, là. Non, du tout. Mais je terminerai en disant que le projet de loi 113 a été un beau travail de coalition réalisé par diverses instances autochtones qui sont le CNA, comme le Conseil de la Nation Atikamekw, avec qui on a travaillé étroitement, Femmes autochtones aussi, la PNQL, la Commission. Fait que moi, je crois sincèrement que, tu sais, on peut faire des avancées, faire la différence pour modifier des lois pour assurer de meilleures conditions à nos communautés. Et tant mieux si ce sont nos enfants en bout de ligne là qui en bénéficient à court et à moyen et à long terme. Nadine Volant, directrice des services sociaux Wawachitun à Ouachat-Macmaliotenam, Jean-Claude Terrien-Pinette, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Demain. Merci. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Vous voulez que l'entretien de votre véhicule Ford soit bien fait, n'est-ce pas? C'est pourquoi Ford vous offre une inspection complète avec le plan. Pour 69,99, obtenez un changement d'huile et de filtre, la vérification de la batterie, une fiche d'inspection détaillée et une inspection jusqu'à 83 points par des experts Ford dévoués. Bien fait du premier coup.
Parce que toujours répéter le même manège, ça donne l'impression de tourner en rond. Ah, merci. Le plan, l'entretien bien fait du premier coup. Taxon su. Visitez serviceford.ca pour les détails. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. Et puis là, Valérie, on parle du bottin vert. Oui, exactement. Hein? On doit transiter rapidement entre nos entrevues ce midi, c'est comme ça. Et avec nous, c'est Andréane Rouleau de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles. Bonjour, Andréane. Bonjour. Ben oui, le bottin vert, à ne pas confondre avec le bottin téléphonique. Hein? C'est pas ça. Il ne sera pas distribué dans les maisons. À ne pas imprimer non plus, le moins possible. C'est un choix que vous avez fait de ne pas distribuer ce bottin-là dans les résidences, là, finalement. Tout à fait. En fait, on en a fait une version informatique parce qu'on voulait que l'information soit rapidement mise à jour. En fait, ça vient des entreprises offrent parfois des nouveaux services, des nouvelles choses, ou des fois il y a des choses qui s'enlèvent de la liste. Donc, on voulait être sûr que ce soit mis à jour très, très rapidement. Donc, toute l'information était donc une fiche sur Internet, donc entièrement informatique, effectivement. De toute façon, ce bottin vert est un outil de recherche, principalement. Je suis allée faire un tour aujourd'hui, puis je trouve que c'est franchement bien fait. Vous l'avez sorti la journée mondiale de l'environnement. C'était quand même une journée symbolique pour sortir ça. On vous prépare ça dans nos cartons depuis un certain temps maintenant parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, évidemment, mais on pensait justement à la personne pressée qui attend que son enfant sorte du cours de natation et qui doit trouver où est-ce qu'il peut aller porter des ampoules fluocompactes, des piles, où est-ce qu'il peut aller porter le reste certains reste d'un buffet d'un party qu'il a fait en entreprise, où est-ce qu'il pouvait se procurer justement un produit éco-responsable ou chercher le baril d'eau de pluie et le faire le plus rapidement possible. Donc, c'est une plateforme informatique, un outil de recherche et on a essayé de le faire le plus convivial possible et disponible sur n'importe quelle plateforme, donc ordinateur, tablette et téléphone cellulaire. Donc, c'est au bottinvert.sept-îles.ca, quand même assez facile à retenir, sinon on met ça dans nos favoris. Moi, ce qui a retenu aussi mon attention, c'est de vous dites pour nous aider à faire des choix de produits éco-responsables. Mais qu'est-ce qu'on définit, là? Qu'est-ce qui est un produit éco-responsable? C'est une définition qu'on peut voir assez large, hein, parce que la consommation responsable en soi, ça demande beaucoup de questions. La première, évidemment, c'est celle de se demander, en ai-je vraiment besoin? Donc, est-ce que c'est possible de réduire à la source? Et ensuite, de se demander, est-ce que je pourrais, si j'en ai vraiment besoin, est-ce que je pourrais prendre quelque chose qui pourrait être réutilisé, l'emprunter ou encore trouver un objet pour lui donner une deuxième vie. On a plusieurs organismes à but non lucratif sur le territoire de la ville de Sept-Îles qui permettent de redonner une deuxième vie à certains objets de consommation. Si vous êtes de grands lecteurs, par exemple, Alpha Lyra a plusieurs livres de disponibles pour un deuxième usage. Si vous avez des revues à la maison qui ont moins de 3 mois, mais que vous avez fini de lire, ben l'hôpital les reprend, les bénévoles auxiliaires de l'hôpital les reprend pour les mettre dans les salles d'attente de l'hôpital. Donc, si on en a vraiment besoin, de voir comment on peut réutiliser le plus possible un objet. On pense pas toujours à ça. Non, c'est ça. Moi, c'est plein de choses que j'ai appris, tu sais, puis même des entreprises d'ici qui reprennent. Si je voyais, mettons, je veux me départir d'un vélo. Ben moi, je savais pas que je peux aller porter ça, exemple, chez Zone Véloski. J'avais aucune idée. Zone Véloski vont vous permettre de réparer certains types qui vont reprendre, toujours les appeler avant, vérifier, mais surtout l'éco-centre reprend vos vélos. Donc, si jamais vous avez un vélo en trop, l'éco-centre, et à ce moment-là, c'est remis à un organisme à but non lucratif à Sept-Îles, les vélos qui se retrouvent à l'éco-centre. Donc, ils ont plusieurs destinées possibles, mais dernièrement, il y avait un vélo bazar et plusieurs de ces vélos-là se sont retrouvés justement là, en échange par l'organisme Sept-Îles Vélocité, voilà, oui. Je l'ai. Donc oui, où est-ce qu'on peut aller porter un vélo? Où est-ce qu'on peut se procurer certains produits? Il y a plusieurs personnes qui savaient pas qu'il y a des entreprises qui offrent du vrac ici, qui offrent d'aller chercher son savon à vaisselle, d'aller re-remplir son pot à chaque fois, dans le fond, en même endroit. Il y a des gens qui savaient pas que, par exemple, quand on achète un pot de peinture, on peut ramener son vieux pot de peinture directement chez Rona, mettons si on l'achète là, qu'on peut le ramener. Souvent quand on peinture, on a besoin d'un et deux pots et on retourne plusieurs fois en chercher, mais en même temps on peut ramener ses vieilles. Donc il sert un peu aussi d'outil de découverte de qu'est-ce qu'il y a sur le territoire de la ville de Sept-Îles. Puis de donner, finalement, développer le réflexe, on parlait de consommation responsable, mais la consommation responsable, c'est souvent se poser des questions. Donc développer le réflexe, est-ce qu'il existe quelque chose à Sept-Îles par rapport à ça? Des peintures récupérées. Est-ce qu'il y en a à Sept-Îles? Oui, il y en a. On en trouve dans le bottin vert.
Où est-ce qu'on peut trouver des gens des fois qui nous appellent à la Corporation de protection de l'environnement Sept-Îles, où est-ce que je peux acheter un baril d'eau de pluie? Il y a plusieurs magasins qui en distribuent sur le territoire, donc de voir. Et il y a plusieurs magasins qui distribuent aussi des produits qui sont faits à partir de fibres biologiques ou même de fibres équitables, donc qui ont procédé par le processus là, d'équitable. Il y en a qui utilisent des choses faites à partir de matériel recyclé dans les vêtements, entre autres. Ça se trouve à cette île, des vêtements de coton biologique, des vêtements faits de fibres recyclées. Et ça aussi, ça se trouve dans le bottin vert. Un onglet qui sera probablement bien utile aussi avec la saison des déménagements qui s'en vient, c'est se départir. Donc, au lieu de tout mettre à la poubelle, il y a des places où on peut aller porter nos objets pour leur donner une seconde vie, là. Plusieurs endroits. Évidemment, les sites de la ville sont dans le bottin vert aussi. Donc, l'éco-centre et les aires de réception des matières résiduelles où on peut aller rapporter beaucoup de choses là-bas. Mais aussi, des fois, on a des affaires qui sont encore bonnes puis on veut les transmettre à quelqu'un, on veut que ça serve encore. Plusieurs organismes se sont inscrits. On invite encore les entreprises à s'inscrire d'ailleurs. Beaucoup d'endroits. Évidemment, avec le déménagement, cette section-là, on espère, vous sera très utile pour découvrir les 1001 endroits où aller porter les choses. C'est bon aussi quand ça se fait naturellement, hein, on donne dans la famille, dans l'entourage, ou qu'on fait une vente de garage, et ça va être réutilisé par quelqu'un, puis on en ramasse quelques sous, tant mieux. Mais quand on n'a pas d'idée ou qu'on peut pas qu'on n'a personne dans notre entourage pour récupérer des choses qui semblent bonnes, là, on va dans le bottin. On va dans le bottin, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller se départir justement de manière plus écologique de son matériel, qu'il soit encore utilisable ou pas, hein, parce qu'il y a des choses des fois qui sont plus utilisables que certaines entreprises reprennent. Et la troisième section, s'informer, ben là c'est la section pour tous les gens qui veulent devenir de meilleurs éco-citoyens, en apprendre plus sur qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, au parc, en se déplaçant dans les événements, tout ce qui est possible de faire. On nous propose même de devenir des héros de l'environnement. Oui, ça, des héros et des pros, effectivement, de l'environnement. Puis on a même mis une section tout en bas qui s'appelle les 4 saisons de l'éco-citoyen, où on ramène vraiment les principaux trucs à savoir sur chacune des saisons. Comme là, c'est la saison de l'herbicyclage. Si vous taillez votre gazon, vous laissez les retailles sur place et la nature s'en charge. Ou, par exemple, ils donnent les numéros pour les travaux publics, pour les objets encombrants. Donc, tout ce type d'informations-là se retrouve sur le bottin vert. On voulait avoir un outil, un lieu où on met le plus d'informations possible pour que le citoyen soit capable de savoir où consommer de manière responsable et où se départir de ces objets de manière écologique. Il y a une chance qu'on n'en a pas fait un bottin de papier. Non, hein? Il aurait été épais, tabarouette, ça aurait pris des arbres pour imprimer du papier. Mais il y a encore beaucoup de découvertes, beaucoup d'informations, beaucoup de découvertes. Moi-même, en faisant le tour des entreprises, j'ai fait des découvertes. Puis je me permets, si vous êtes une entreprise ou un organisme qui nous écoute en ce moment, mais n'hésitez pas à nous appeler à la Corpo de l'environnement, n'hésitez pas à aller visiter. L'inscription pour une entreprise, le formulaire est entièrement en ligne, donc les entreprises peuvent se créer un compte et remplir le formulaire. Mais évidemment, ça me fait toujours plaisir d'assister le plus possible et de soutenir l'inscription. Donc, si jamais, ça va être toujours mis à jour aussi, l'information du bottin. Oui. C'est l'objectif, effectivement, c'est de permettre aux entreprises de le mettre régulièrement à jour et de le maintenir à jour. On sait que les services changent des fois. Il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Il y a des produits éco-responsables qui débarquent sur les tablettes des fois. Puis on veut justement mettre ça le plus rapidement possible à jour pour que les citoyens de cette île sachent qu'il existe des choses sur le territoire de la ville de cette île qui leur permettent justement de soutenir leur mouvement vers une meilleure éco-citoyenneté. Donc, bottinvert.cetil.ca, c'est où vous allez pouvoir retrouver cette mine d'informations-là. Et Andréane, en terminant, peut-être glisser un petit mot. Je sais que vous êtes en train de travailler sur un festival de l'environnement. Ben oui, réservez vos dates. Du 11 au 17 septembre prochain aura lieu le festival de l'environnement de cette île. La thématique est déjà sélectionnée cette année. C'est Mon assiette sauve la planète. Donc, on va vous parler de nourriture et de comment, 3 fois par jour, 365 jours par année, pour une bonne partie de votre vie, vous êtes capable d'avoir un impact sur l'environnement que par votre nourriture. Donc, 11 au 17 septembre, pour en savoir plus, suivez notre page Facebook. La programmation est encore top secrète, mais on travaille très, très fort cet été là-dessus pour la lancer là, prochainement. Parce que pendant l'été, on laisse la place à l'éco-patrouille pour la sensibilisation du côté de la Corporation de l'environnement. Hein? C'est eux autres qui sont plus terrain là, d'un festival. Ce terrain, je suis sûre que vous allez les croiser cet été parce qu'ils vont être beaucoup plus présents sur le terrain. Pendant ce temps-là, nous, on travaille très fort dans les bureaux pour une programmation, un retour des programmes scolaires de la CPESI en septembre, le Festival de l'environnement. On travaille aussi sur la prochaine édition du programme L'envers de ta cour, édition 2018, tout en suivant de très près les projets de l'édition 2017 là, qui avancent.
chance. Et le Festival de l'environnement en septembre, on n'en organise pas un à tous les années quand même. Ça fait quoi, 2 ans? Ou 2 ans? À tous les 2 ans. Donc, la dernière édition est en 2015 et cette année, 2017, Mon assiette sauve la planète. Surveillez ça de proche. Et voilà. Donc, on a déjà ça hâte en septembre. Certainement. Andréane Rouleau de la Corporation de l'environnement de Sept-Îles, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci énormément de m'avoir invité. Attitude. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Ben Steve Chapadeau, on revient sur le sujet de la semaine dernière parce que ça a évolué au cours de la semaine pour notre nouvelle d'intérêt. D'abord, c'était le projet de la mine Scully à Wabush Mine. Il y a une compagnie qui s'appelle Takara Resources. Là, il a vraiment une option là sur la mine. Mais effectivement, c'est qu'on a su justement ce mardi, le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador a annoncé une entente entre Scully, en fait le contrôleur qui justement qui effectue la gestion de la faillite de Cliff et justement la compagnie Takara qui justement est intéressée à opérer la mine là, pour les 25 prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 4 propositions au contrôleur là justement dont une seule était pour la réouverture de la mine Scully, c'est le projet de Takara. Donc c'est de bon augure pour l'économie du Labrador et peut-être même de cette île. Effectivement, il y a plusieurs semaines justement la nouvelle d'intérêt, on parlait du projet d'Alderon qui est intéressé aussi à faire l'acquisition de la mine Scully pour justement l'entreposage de minerais. Et ce qu'on peut lire sur les différents médias, notamment sur mining.com, c'est ce qui aurait fait la différence, c'est un montant quelque peu supérieur. On se souvient, Alderon avait déposé une offre en avril de 1 million pour les actifs plus la prise en charge des obligations environnementales. Et on sait que ce qui a été dévoilé cette semaine, c'est une offre de 2 millions par Takara et la prise en charge des obligations environnementales et un 18 millions additionnel pour la restauration du site, pour un offre globale de 70 millions en fait. Et ce qui a surtout fait de la différence, c'est l'engagement de l'entreprise Takara à réutiliser, justement, à relancer les activités de la mine pour les 25 prochaines années. Pourquoi les 25 prochaines années? C'est qu'on sait que la mine de Scully éprouvait des difficultés au cours des dernières années, mais apparemment qu'il y aurait un procédé pour la séparation du fer et du manganèse qui ferait en sorte que ça assurerait des activités. On irait chercher une meilleure prime sur les marchés avec un minerai qui serait plus pur, mais aussi pour la quantité de minerais serait aussi suffisante pour assurer la pérennité pour les 25 prochaines années. Ce qui annonce pas non plus la mort du projet Alderon, parce qu'on sait qu'Alderon avait une mine, sa mine tout près de Fermont, le lac d'Avio, à l'est du lac d'Avio, près une dizaine de kilomètres. Et à défaut de pouvoir utiliser la mine Scully comme parc à résidus, mais a toujours quand même dans ses plans, justement dans son étude de faisabilité, la réalisation d'un parc à résidus pour ses propres activités. Pour revenir à Takara, là, on peut se réjouir, c'est sur la bonne voie, mais c'est pas encore réglé. C'est quand même très compliqué quand une compagnie comme Cliff se place sous la protection de la loi et puis que là, il y a comme la loi sur les arrangements avec les créanciers. C'est quelque chose de compliqué relancer une mine dans ce contexte-là. Surtout quand on se met sur la protection, on sait qu'à multiples reprises, Cliff a demandé de multiples reports à plusieurs reprises pour pouvoir peut-être trouver une offre qui... On voit que simplement sur le plan monétaire, on voit que 2 millions pour les actifs, c'est pas ça qui fait le nerf de la guerre. Sûrement, il cherchait un groupe qui était prêt à prendre en charge la créance majeure due aux obligations environnementales. Donc, pour le contrôleur, le fait d'obtenir une offre de 70 millions, puis aussi que le gouvernement Terre-Neuve-Labrador, d'après ce qu'on peut lire dans différents médias, avait aussi un droit de regard sur ces transactions-là. Donc, ça annonce très bien, je pense, pour la suite des choses. Ça intéresse beaucoup de gens à cette île quand on parle de la mine Scully, parce qu'il y a comme un lien historique. La mine Scully, ça remonte à 1965, un peu le développement de Pointe-Noire, l'usine de bouletage, tout ça. C'était la même compagnie, le même lien. À l'époque, on l'appelait mine Wabush. Oui, puis la capacité de la mine Scully, c'est 6 millions de tonnes par année. Si on veut un petit peu imager davantage l'impact potentiel pour cette île de ce développement-là, on a déjà Tata Steel qui est engagé pour un 7 millions de tonnes à partir des mines de Shefferville. On a le projet de Minerais de Fer Québec avec Champion et le gouvernement du Québec aussi pour un autre 7 millions de tonnes. Si le financement
pratiquement peut se régler au cours des prochaines semaines, prochains mois. On a déjà 14 millions de tonnes. Puis là, on sait que le ministre Arcan, lorsqu'il est venu au mois de début avril, il nous dit, bon, mais pour 2018, on pense que Pointe-Noire, c'est environ 14 millions de tonnes de livraison de minerais de fer pour 2018. Donc, on voit que c'est rattaché à ces deux projets-là. Et aujourd'hui, on a un autre potentiel de 6 millions de tonnes avec Takora, avec la relance de la mine Scully. Et le projet d'Alderon, qu'on vous parlait il y a quelques semaines aussi, qui est un autre 7 millions de tonnes. C'est sûr que c'est un projet qui est à beaucoup plus long terme, mais éventuellement, sur la Pointe-Noire, avec ces 4 projets-là, on pourrait voir transiter plus de 25 millions de tonnes via la Pointe-Noire et le quai multi-usagé. Ce qui s'ajoute à ce que Rio Tinto IOC fait juste de l'autre bord de la baie avec ses installations qui sont aussi au port de Sept-Îles et à ce qui se passe à Port-Cartier avec ArcelorMittal qui est aussi du fer, là. Ce qui reste toujours l'inquiétude dans tout ça, c'est de voir le prix qui baisse encore ou qui est bas, mais on planifie pour 2018 puis on pense que ça va remonter à un moment donné, hein. Mais lorsqu'on achète des installations, parce qu'on parle d'obligations environnementales, mais lorsqu'on parle d'achat d'actifs de 2 millions dans le cas de Takora, mais c'est des prix dérisoires, c'est pratiquement donné. Mais souvent parce que les coûts majeurs d'une mine, partir une mine de zéro par le défrichage, les infrastructures portuaires, ferroviaires, etc., c'est des projets de plusieurs milliards. Tandis que là, on a un projet avec Takora où ce qui achète une mine pratiquement pour zéro et où ce que le transport ferroviaire, les installations portuaires ici avec la SFP, tout est en place. Tout est en place. Donc, c'est sûr que le coût, ça permet de réaliser des projets à meilleur coût. Et on parlait d'un 25 millions de tonnes qui transiteraient par la Pointe-Noire, mais faut pas oublier aussi le gouvernement, il y a un processus d'appel d'offres pour l'usine de bouletage. En plus. Donc, qui était justement lié à la mine Scully pendant des années. Est-ce que Takora peut aussi être intéressé à reprendre les activités comme elles étaient avant, donc à reprendre aussi la transformation à cette île? Ben, la transformation, on sait qu'il y avait 2 groupes qui étaient intéressés, là, au moins 2 groupes, parce le gouvernement a fait une appel d'offres pour le redémarrage de l'usine de bouletage. Donc, il y a au moins 2 offres et il faut penser que, regarde, il y a un potentiel de 25 millions de tonnes d'approvisionnement de minerais, de concentrés pour éventuellement repartir l'usine de bouletage. À quelle hauteur, on ne le sait pas, ça dépendamment des offres que le gouvernement aura notamment à départager et à choisir au cours des prochains mois. Ben, c'est à suivre, hein? C'est une industrie qui vit un cycle qui est pas toujours facile à planifier. Des fois, on vise des choses puis ça se passe pas tout le temps au rythme prévu. Mais si tous ces projets-là peuvent se réaliser, en bout de ligne, c'est de l'emploi, là. Peut-être pas revenir aux bonnes années de cette île où il y avait au-dessus de 40 000 de population, mais quand même. Ben, si on regarde le potentiel, avec les projets annoncés déjà là, l'usine, les opérations de Cliff à Pointe-Noire, on parlait d'entreposage, d'expédition et de bouletage. En 2013-2014, il y avait près 450 personnes, 500 personnes qui travaillaient sur le site. Mais on peut penser que si il y aurait le 14 millions qui serait annoncé, qui serait officiel via Champion et justement Tata Steel, si on pense que Takora peut se rajouter à ça et éventuellement Alderon, avec le redémarrage de l'usine de bouletage, mais c'est sûr qu'un 500 emplois sur la Pointe-Noire, ce serait pas utopique de penser ça. Il y a tous les emplois indirects aussi qui souvent vont à des PME qui ont de l'expertise dans le domaine du fer, puis ces PME-là, il y en a plusieurs ici à cette île, hein? Ben, un ratio de 2:1, 2 emplois indirects par rapport à chaque emploi direct. Bon, c'est sûr que si on parle de 500 emplois sur la Pointe-Noire, mais c'est plus de 1000 emplois dans la ville de Sept-Îles et les environs. Donc, des fournisseurs, des commerces, ça va partout. Exactement, oui. Eh bien, Steve Chappado, directeur de la Caisse d'économie des jardins des mines, métaux et des services publics Côte-Nord, un gros merci encore pour ce bon sujet à notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Merci à vous. La Nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des jardins des mines, métaux et services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et ça complète notre émission du lundi 19 juin 2017. Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation. Merci à toi, Jean. Demain, Tommy Auger de Cogeco TV sera avec moi pour une autre émission Côte-Nord Attitude. On devrait s'entretenir avec la députée de Duplessis qui publie aujourd'hui son bilan de la dernière session parlementaire du côté d'Ottawa. On parlait entre autres du dossier du saumon de la Moisie avec la députée Lorraine Richard demain à Côte-Nord Attitude. Au revoir.